Merci d'être là. Je suis ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va être intéressant. On a 20 minutes. Il va falloir que j'avance vite. Le but, c'est qu'on se pose aussi des questions. C'est quand même plus intéressant parce que ce qu'on va se raconter là, c'est trouvable un peu ailleurs. On a juste benché. L'idée, c'est qu'on puisse échanger aussi. Je pense qu'elle peut être très bien de poser des questions et de voir un peu comment ça évolue. Notre sujet, c'est les tendances digitales 2021. Donc, c'est un gros sujet qui veut un peu tout et rien dire. L'objectif, c'est de retracer surtout des points importants qu'on a pu identifier. Moi, je m'occupe du média J'ai un pote dans la com, justement, qui traite les tendances et les actualités marketing et publicité. Et on a, bah voilà, la première, on est nickel. On a décelé pour vous une dizaine de petites tendances de fond ou à la fois plutôt trendy qu'on peut mettre en avant. J'ai pas ma zapette, c'est pas grave. Est-ce qu'on zappe pour moi? Non, on va me la rendre. Ok. La régie est incroyable aujourd'hui, je tiens à le souligner. Merci beaucoup. Donc voilà, je suis ravi d'être avec vous. On commence tout de suite. Ça va être rapide, efficace et on pourra se parler après. La communication éclairée entre logique économique et environnementale. Ça paraît logique, mais on ne pouvait pas commencer un événement qui parle de com, de market, en 2021, en septembre, après la crise, sans évoquer ces sujets-là. Donc vous le voyez tout le temps, vous l'entendez tous les jours, il faut de la communication responsable, éthique, qui a du sens, qui correspond à nos valeurs. C'est vrai depuis quand même pas mal de temps, c'est juste qu'aujourd'hui, les consommateurs sont exigeants, et ils ont bien raison, on a bien raison d'être exigeants. On voit que c'est un vrai sujet pour beaucoup de monde. Ah, faut que je vise là-bas. Ok. C'est un vrai sujet pour les consommateurs français et on voit qu'il y a une demande à la fois dans la transparence des entreprises, à la fois dans leur manière de communiquer, parce qu'il y a aussi tout un sujet sur une com éthique responsable, mais derrière un produit et un process de production de produits qui est limite immonde. Donc il faut que les marques, en tout cas, n'attendez pas de l'État qu'il intervienne vraiment là-dessus, à part avec des normes, à part avec des labels. C'est pas lui qui va faire changer, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir d'achat, c'est vous qui allez influer sur les entreprises, sur la manière dont elles vont travailler, dont elles vont produire des choses et communiquer. Donc c'est à nous, entre guillemets, d'imposer ça. Par ailleurs, il faut qu'en tant qu'entreprise, on garde une logique commerciale, une logique de business. Tout ne peut pas être uniquement tourné vers la RSE si derrière on ne fait pas de business. C'est quand même l'objectif d'une entreprise. Donc il faut qu'on soit entre les deux, il faut qu'on arrive à répondre aux besoins des consommateurs, avoir ce sujet de transparence, d'éthique, de sincérité, c'est ce qu'on recherche, et en même temps continuer à faire du business. Première tendance évidente, mais il fallait qu'on l'évoque quand même aujourd'hui ensemble. Là, c'est une stat plutôt sympa qui est d'une étude de l'agence The Good Company, qui fait de la publicité for good, c'est ce qu'ils disent. C'est la manière dont ils voient la pub de demain. La plupart du temps, selon vous, la communication des entreprises des marques for good, donc le for good c'est pour le bien commun, le good advertising, ne correspond pas à la réalité de ce qu'elles font à 49%. À 23% correspond à la réalité de ce qu'elles font. Donc il y a encore un gap entre ce qu'on croit percevoir, la réalité des choses, et le problème c'est que certaines boîtes ne font pas bien les choses, mais communiquent trop dessus, et le vrai problème majeur c'est que certaines boîtes font bien les choses, mais pâtissent un peu d'autres grands groupes où les process sont moins bons. Vrai sujet, vraie tendance numéro 1, c'est le mix entre RSE, éthique, responsable, et continuer à faire du business, continuer à vendre, et à vendre bien. Deuxième tendance, c'est TikTok. Bah là, évidemment, il fallait qu'on s'en parle. Je ne pouvais pas ne pas l'évoquer aujourd'hui. Qui a TikTok dans la salle? Ça va, il n'y a pas que des jeunes en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Vrai gros sujet sur TikTok aujourd'hui, c'est l'application qui a été la plus téléchargée cette année. Loin devant les autres plateformes. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'utilisateurs sur TikTok que sur Facebook. Ça veut juste dire que le nombre de téléchargements a été le plus important. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience, il y a un vrai usage, il y a une communauté, il y a des pratiques. La zapette, je ne sais pas si je dois vous viser vous ou si je dois... Yes, donc là on voit le nombre de téléchargements. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un usage. Et derrière, une fois qu'on a vu les téléchargements, c'est intéressant, il y a beaucoup de téléchargements, il y a beaucoup de gens. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous, c'est l'aspect marketing, c'est ce qu'on va pouvoir en faire. Donc en tant que marketeur, en tant que communicant, ce qui nous intéresse, c'est les audiences. Où est-ce qu'il y a des gens présents? Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs usages? Au début, c'était un peu difficile. Il y a eu beaucoup de problèmes d'éthique, de protection des mineurs, etc. Et là, TikTok s'invite vraiment à la table des grands et on ne peut pas imaginer une campagne de marque nationale sans activation TikTok. C'est un vrai sujet. Merci. Ça paraissait évident, il fallait qu'on l'évoque.
On peut rentrer dans le détail pendant très longtemps parce qu'il y a beaucoup de stats, c'est hyper intéressant, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, il faut retenir que TikTok maintenant fait partie des gros, fait partie des grands. C'est encore en cours de développement, ils font beaucoup de choses, ils encouragent beaucoup d'artistes, c'est très créa. Il y a beaucoup de contenu un peu bullshit aussi, mais un peu comme partout. Vrai levier d'activation, d'acquisition et aussi de vente depuis quelques mois. Du coup, voilà, TikTok devient l'application la plus téléchargée, mais Facebook reste encore très très loin devant en termes de nombre d'abonnés et d'utilisateurs. On enchaîne avec la troisième. Bon, ça va, j'avance plutôt bien. Les vlogs cartonnent dans le monde. Celle-ci, elle peut paraître extrêmement bizarre, parce que quand on dit le mot vlog, on pense un peu à 2009-2010 en vérité, avec les débuts de YouTube. Et au final, on se rend compte que le vlog, c'est un format qui a été présenté par les influenceurs, mais sur lequel beaucoup de marques capitalisent, parce qu'on a un aspect, ce que je vous disais au tout début, on a un aspect transparence, on a un aspect un peu authentique. Et versus une communication qui est hyper lissée, hyper pathos, hyper efficace, avec de la promotion, du point de vente, etc. Là, on a un petit peu le behind the scene, le making of de la boîte, que ça soit fait avec un influenceur, que ce soit fait par les responsables market de la boîte, que ça soit fait par les équipes. Là encore, j'ai vu une pub hier de Amazon, je ne sais pas si vous l'avez vu passer en télé, ils bombardent partout, où ils vont faire des lives dans les usines Amazon, dans les entrepôts, vous l'avez vu? Donc c'est hyper intéressant. Amazon, il y a quelques mois, voire quelques années, ils n'auraient jamais pensé faire ça, ils n'auraient jamais pu le faire. Vous savez très bien, Amazon, Facebook, Google, etc. C'est très compliqué en termes de com. Pour bosser un peu avec Facebook et Google à Paris, pour les visios, on ne peut pas venir chez eux. Pour les podcasts, il faut la bonne personne. C'est très très clivant, c'est très difficile à gérer. Et là, ils font l'effort de dire, OK, on vous ouvre les portes de l'entrepôt. Ça ne va pas forcément être un vlog à part entière, mais ils vont faire des contenus qui s'apparentent à des vlogs, qui nous permettent de voir l'intérieur de la boîte. Et pour une boîte comme Amazon, qui est un petit peu décriée, qui se fait un peu taper dessus partout, pas tout le temps à juste titre, en vérité, notamment avec le e-commerce et les petits commerçants, parce que c'est un vrai outil pour accompagner les petits, même si c'est un géant. Ils font l'effort là, et je trouve que c'est une vraie tendance de fond, et eux, ils sont le porte-étendard de cette tendance-là, qu'on a bien repéré, et qui aujourd'hui prend vraiment un sens. En termes de petites stats, ça donne quoi? Les formats vlog cartonnent dans le monde, plus de la moitié, donc 51,7% des internautes âgés de 16 à 64 ans, déclarent avoir regardé un vlog au cours du dernier mois. Donc c'est pas une tendance où on se dit ouais c'est plutôt pas mal, c'est intéressant, il se passe des trucs. Non, ça va jusque 64 ans. Donc il y a des usages. Comprenez bien qu'aujourd'hui, en tant que Français, on a une identité numérique, on a un usage numérique. Ça ne veut pas dire qu'on achète tout le temps sur le web, qu'on n'est pas tout le temps connecté. Mais être connecté une fois par semaine ou deux ou trois, ça fait de vous quelqu'un, ça fait de vous un internaute. Et du coup, il y a des pratiques. Et du coup, il y a des contenus en fonction des besoins, en fonction des secteurs, en fonction des appétences. C'est un peu comme les podcasts. On dit les podcasts, ça cartonne, oui, c'est vrai, mais il y en a trop. Il n'y en a pas trop, en fait. Parce qu'en vérité, chaque format trouve son audience. Et c'est ça qui est assez intéressant, qui est assez fou. Là, c'est pareil pour les vlogs. C'est des contenus qui cartonnent, parce que oui, la vidéo, effectivement, logique, mais c'est pas nouveau. Mais surtout parce qu'on a l'aspect qu'on attend vraiment, c'est on se met en scène. Il y a une mise en scène, il y a une transparence, il y a une authenticité. Les gens, ils nous parlent directement, souvent ils tutoient. C'est ce qu'on veut en fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut avoir. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et bah, du coup, les gens, ils le rendent hyper bien, ce qui cartonne aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est un format pour vous peut-être à regarder en tout cas? Ça fait partie d'une trend de fond qu'il fallait aujourd'hui mettre en lumière. Quatrième tendance, médias, influenceurs, réseaux sociaux, tous les mêmes. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous faites un distinguo entre ces plateformes-là, entre un média, on va dire un brut, et encore un brut, c'est un modèle d'affaires différent, c'est un format full vidéo. Est-ce qu'on fait la différence entre un Libé, un Figaro, un brut, un Loopsider, et un influenceur YouTube, Insta, TikTok? Est-ce que pour vous, il y a une différence à ce niveau-là? Ceux qui trouvent qu'il y a une vraie différence, vous pouvez lever la main. Ok. Ceux qui trouvent que ça reste plus intéressant pour communiquer, les médias type Libé avec du display, levez la main. Dites-moi l'efficacité sur une campagne display. Est-ce que vous trouvez ça plus efficace en display sur un site type Figaro, Libé ou un influenceur? A priori, on est plutôt sur le... Est-ce que ceux qui... Je vais faire plus simple. Est-ce que ceux qui pensent que les médias traditionnels ont tout le budget publicitaire, vous pouvez lever la main? Et ceux qui pensent que ça performe le mieux sur les médias, vous pouvez me dire si vous levez la main ou pas? Je ne sais pas si je suis très clair. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a un sujet sur les dépenses budget, les dépenses médias. Et il y a, bon, vous n'avez pas levé la main parce que la question n'était pas très claire, mais il y a un sujet sur lequel beaucoup de Français, ou beaucoup de publicitaires se trompent un peu, c'est que les investissements médias sont beaucoup faits en display. On va le voir juste après. Mais il y a aussi d'autres formats, notamment à cause du adblock, qui viennent renforcer sur du brand content, de la relation influenceur, et qui aujourd'hui, pour le même budget média investi,
performe 3 à 4 fois plus. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, dans nos têtes, on pense média tradi pour faire de la pub. On est partenaire du Gène, il faut faire une collab avec un média pour parler de l'événement. Ça peut être intéressant aussi de faire une collab avec un influenceur, avec un journaliste, avec un mec de la tech ou une fille de la tech. Ça, c'est intéressant. C'est ce que je voulais vous dire. Je n'avais pas forcément les bons mots. C'est là où je voulais vous amener. Donc, ces sujets-là, ils sont à la fois très différents et en même temps, ils se regroupent et ils ont des impacts différents. On voit que là, c'est des flux d'actualité. Donc, Loopsider, qu'on connaît, influenceur, nouveaux médias sur TikTok, tout le monde voit ce que c'est, Médiavenir ou pas? Nouveaux médias, voilà, ça a grimpé très très fort. Et Brut Officiel. C'est pas le même nombre de personnes qui bossent, c'est pas les mêmes prods, etc. On voit qu'il y a des pics sur des actus qui ne sont pas uniquement inhérents à des médias, mais aussi à des influenceurs. Donc on peut les activer sur des sujets précis. Ils vont avoir une performance égale, voire supérieure parfois à des médias classiques. Donc ce que je veux vraiment qu'on prenne en compte, c'est que non, l'influence, c'est pas un truc que de jeunes, c'est pas un truc hyper encadré par quelque chose où il faut être sexy, trendy. Il y a des influenceurs mode, il y a des influenceurs maman, il y a des influenceurs food, il y a des influenceurs tech, il y a des influenceurs orientation. Et il y a des experts. Et les influenceurs ne sont pas forcément experts. Mais l'inverse peut arriver. C'est-à-dire qu'un influenceur sur un sujet marketing B2B, il va avoir une vraie importance. Il va peut-être être mieux capté, mieux saisi, mieux accepté qu'un média marketing, justement, parce qu'il a un angle, il a cette transparence, il a une éditorialisation de ses contenus. Il va éditorialiser les choses qu'il fait. Et on le voit sur TikTok. Il y a des mecs qui étaient inconnus il y a encore un an, qui font des contenus sur la food. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a monté son TikTok, là, qui était étudiant, et maintenant il a un resto à Paris en moins d'1 an. Je ne sais pas, vous voyez qui c'est? Comment il s'appelle? Comment? Diego? C'est lui. Bah, c'est celui, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les influenceurs, ils ont un potentiel viral et un potentiel d'activation et à générer de la vente. C'est pas que de la brand, c'est pas que de la présence à l'esprit. Il y a aussi de la préférence de marque et de la perf. Lena Situation, tout le monde voit qui c'est? Elle a cassé le site de vente d'Adidas quand elle a fait une OP. Aucune pub, aucune Facebook Ads, aucune banner display arrive à faire ça. Ce que je veux vous dire, c'est que ils ont des points de corrélation, ils ont des points de différence, mais il faut qu'ils soient appréhendés dans les recherches marketing et dans les stratégies. Ne vous dites pas qu'un influenceur, c'est pas pour moi, je mets du budget média, du display, du Google Ads, je vais réputer influence. Non, c'est un vrai sujet. Il y en a pour toutes les audiences, toutes les thématiques. Il faut vraiment s'intégrer parce qu'en termes de KPI, on est sur du ROI en fonction de ce qu'on va identifier. Hein. Si on n'a pas d'objectif, on ne pourra pas mesurer. On fait du x2, x4 par rapport à du média classique généralement. Donc c'est hyper intéressant. Donc ils se mélangent, il faut les prendre en compte. Tendance de fond, voilà. Tendance qui dit que influenceurs, médias, ça se mélange. J'arrive pas à avancer. J'arrive à avancer. On vient de se le dire. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de penser ces relations avec les influenceurs comme ces relations avec les médias. On fait beaucoup de relations presse. C'est historique. Les RP, c'est vieux comme le monde. Beaucoup d'agences se transforment maintenant en agences d'influence. On intègre des budgets, on intègre d'autres réflexions. On peut activer parfois un influenceur avec un autre budget, voire sans budget, qui va pouvoir faire 5 fois mieux qu'un média spécialisé sur la même thématique. Ça, c'est intéressant. Il faut que je vise là-bas. Yes, les investissements pub sur le numérique sont en hausse. Donc c'est intéressant. Et encore une fois, là, c'est une tendance de fond qui vient d'arriver. On pourrait dire que c'est un peu l'inverse. Avec la Covid, on a vu, c'était très très compliqué. Au tout début, les investissements pub ont fermé. Moi, j'ai beaucoup d'amis en agence pour qui c'était très dur. Chez l'annonceur aussi, en régie aussi. Et paradoxalement, on voit que ça repart pas mal. Et c'est hyper intéressant de pouvoir constater ça. Donc là, c'est les recettes. C'est les recettes sur le S1 2021 par rapport à 2019. Donc au final, on voit que c'est plutôt positif. Et c'est symptomatique de quoi? C'est symptomatique d'une prise de conscience. Donc il y a eu la crise, on a enlevé les budgets. Maintenant, on s'est dit, on va les remettre. A priori, parce que ça repart. Mais on les remet où? Comment? Eh bien, il y a une prise de conscience des grands groupes, parce qu'ils sont bien conseillés. Mais il y a aussi une prise de conscience des TPE, PME. PME, ça reste... Il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont beaucoup de salariés qui restent des PME. Budget média investi, il y a prise de conscience. Internet, c'est sympa, ça marche bien. Le display, ça peut marcher. Le brand content, ça peut marcher. Il peut se passer des choses. Le click and collect, si je fais la promo de mon outil de click and collect, ça peut me faire un peu plus de business. Ça, c'est intéressant. Et du coup, en termes de chiffres, en termes de format concrètement, qu'est-ce qu'on a? J'ai un petit décalage de 3 secondes, il faut que je me le mette en tête. Du coup, après un léger ralentissement, l'e-pub, entendez pub digital, repart avec une belle croissance, 42%. On est sur 3 834 millions d'euros. C'est plutôt honnête.
Je ne sais pas si on arrive à faire la référence par rapport à l'année dernière ou quoi. C'est plutôt honnête, c'est plutôt très honnête. Le search est en hausse de 43%. Le search, on est tous OK sur le search? Yes. Le social connaît une croissance de 58%. Et là, c'est hyper intéressant. C'est que le social, il a connu un investissement publicitaire hyper important. Pourquoi? Parce que social shopping, Covid, click and collect, communauté Facebook qui s'entraîne. Facebook, pendant la crise, a monté, je crois, 5000 événements. Ils ont fait des conférences, ils ont fait des événements avec les musées payants. Donc on pouvait prendre sa place en ligne directement, ça n'a été jamais fait encore. Il y a des fonds qui ont été versés. Donc tout ça, ça demande aussi de l'investissement pub pour se faire connaître. Et du coup, investissement dans le social de manière très logique. La vidéo qui affiche une hausse de 57, bah, toujours dans le même principe, ça fait qu'évoluer, on est bien d'accord. Le display, paradoxalement, qui a continué à marcher, mais qui n'est pas un format à part entière, il y a une connivence avec le reste de l'augmentation d'investissement, donc il a suivi, le display a suivi logiquement. Si tu as du budget pour du social, a priori tu as du budget pour du display aussi. Donc voilà un peu comment ça se passe. L'affiliation, l'emailing, ça fonctionne toujours assez bien, notamment sur les sites de grosses et du e-commerce. Donc voilà un petit peu en termes de chiffres, c'est toujours intéressant. On pourrait y passer 10 heures, on pourrait prendre en détail, on pourrait regarder à chaque fois ce qui se passe, mais le but c'est d'avoir quand même une overview. Donc ça repart, ça va bien, c'est des bons chiffres. Et les formats sont complémentaires et ils marchent plutôt bien. Et on est bien maintenant au-dessus de la télé en termes d'investissement, rappelons-le. 1, 2, 3, yes. La réalité augmentée débarque, 6e trend, je suis à la moitié du temps, quasi, ça va le faire. Réalité augmentée, gros sujet. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est pas encore une fois uniquement un sujet sexy pour s'amuser, pour faire des applications un peu sympas. Il y a une vraie performance en termes de drive to web, en termes de e-commerce et de social selling. Snapchat, aujourd'hui ça va. Qui pense que Snapchat se porte bien aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans ou moins bien? Ça se porte bien Snapchat pour vous? Qui pense que Snapchat ça se casse un peu la figure en ce moment? Aïe. Bon, bah, on va s'en parler. Snapchat aujourd'hui sort ses meilleurs chiffres depuis 5 ans. Snapchat aujourd'hui a des nouveaux formats publicitaires quasiment tous les mois, a des nouveaux KPI, a des nouveaux outils de mesure pour les marques, pour les influenceurs, pour les médias. Ils cartonnent en fait. Parce que non, il n'y a pas que des jeunes. Ils ont beaucoup d'abonnés. Ils ont un panel d'abonnés assez large. Il n'y a pas que des jeunes. Et surtout, les propositions de valeur qu'ils ont en termes de réalité augmentée, bah, Instagram et Facebook n'y est pas encore en fait. L'outil qu'ils ont pour faire de la réalité augmentée avec des lens, avec des rooms, avec des filtres, on est encore très loin en termes de niveau et de qualité créative et d'interaction de ce que peut faire Instagram. Ça va évoluer. Là, Facebook a affirmé avec ses conférences de début d'année qu'ils allaient investir beaucoup d'argent dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc ça va peut-être s'inverser. Mais aujourd'hui, la réalité augmentée grâce à Snapchat, c'est des points de notoriété gagnés. Donc vous savez, les fameux points de notoriété qu'on mesure pour savoir si sa marque performe dans la tête des gens. En termes de trafic, ça performe extrêmement bien aussi. Il y a tout ce qui va être essayage, social selling, et c'est pas que... On peut croire que c'est de l'accessoire, c'est rigolo. En vrai, ce qui est fou, c'est que ça performe. Et là où c'est intéressant, c'est que on est avec une marque. Prenons l'exemple simplement d'une pub sur Instagram, une story. On va la voir combien de temps? 5 secondes, 6 secondes. Si je clique pour la regarder, je vais arriver jusqu'à 16. Voilà, 16 secondes d'exposition. C'est pas mal. En moyenne, on est à 2. Personne ne va jusqu'à 16. Snapchat, quand elle fait des activations avec des marques, on est beaucoup sur du luxe, parce qu'il y a beaucoup de... Ils ont envie de faire ça, et ils savent que ça marche, donc ils le font. Il y a de l'automobile, du luxe, du gaming, il y a pas mal de marques de fringues aussi. Donc, une publicité sur Instagram qu'on va voir 2 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 16 max, versus une activation sur Snapchat avec un filtre, avec une lens, on va jouer avec la marque pendant quasiment 1 minute 30 à 2 minutes. Donc en termes de gain de notoriété, au lieu de voir passer une story en 2 secondes, là je suis en train de jouer, en tout cas j'utilise la marque, donc je me l'approprie. Je peux envoyer la story, je peux envoyer le filtre à des potes. Donc il y a une capacité de recommandation et du coup, les activations de réalité augmentée de Snapchat, et maintenant d'Instagram de plus en plus, sont absolument folles en fait. Et là, c'est les différents objectifs que je vous ai listés sur l'AR. Et l'AR en soi, c'est pas hyper compliqué. Snapchat a un outil qui est en open source. Si vous êtes bon créa, vous pouvez arriver sur l'outil, le studio de Snapchat et créer vos propres rooms et vos propres lens. Bon, il faut un petit niveau quand même, mais c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est juste la limite, c'est juste la capacité technique et la créativité. C'est même pas le budget en fait. Et là, c'est intéressant. Le budget, ça sera si vous voulez médiatiser votre filtre, médiatiser votre lens. Mais s'il est bon, il peut s'auto-médiatiser s'il est intéressant et qu'on s'amuse avec.
Améliorer le contenu éditorial. Bah là, c'est intéressant parce que améliorer le contenu éditorial, on peut faire de la réalité augmentée. Là, sur une étiquette de Heinz, on ouvre, on a son téléphone et on accède à un catalogue produit avec des infos, l'historique pour une OPS, je ne sais plus laquelle c'était. On peut augmenter les objets et de l'éditorial, ça c'est cool. Je reviens en arrière. On peut aussi faire un travail sur un lancement de produit. Lancement de produit, c'est fait et refait, c'est les événements, c'est du Facebook Ads, on annonce là. S'il y a un produit qu'on veut mettre dans la main des gens, ben on peut le faire sans le faire physiquement. Et ça, c'est intéressant, ça c'est pas mal. Bon, ma zapette ne marche pas, c'est pas grave. Là, on parle de points de notoriété. Donc là, il y avait une... Yes. Lancer un nouveau produit, améliorer le service client. Le service client aussi, c'est un vrai sujet. Le CRM, quand on parle de market et de com, c'est un peu le truc qui arrive à la fin, qui n'est pas hyper sexy. Mais en vrai, si l'expérience d'achat et l'expérience au début marketing est bonne, c'est gagné. Le prospect, il est ultra chaud, il est client et il devient une deuxième fois client peut-être dans 6 mois. Et du coup, c'est hyper important dans la mesure où la réalité augmentée permet de faire des choses vraiment engageantes. Et là, l'idée qu'il faut retenir, c'est engagement, expérience de marque. Et c'est l'expérience de marque qui va vous faire dire bah ouais, j'aime bien la marque. En tout cas, je la connaissais pas ou j'étais pas fan, mais là, l'expérience qu'on m'a proposée m'a convaincu. Alors que de base, les valeurs proposées me parlent pas, la communication qui est faite me parle pas, le produit en lui-même, so what, je sais pas pourquoi, ok. Mais l'expérience qu'on m'a proposée a réussi à me convaincre. Et là, c'est hyper palpable, là, c'est hyper intéressant. Donc là, on parle de points de notoriété. 3,4 millions de couvertures, c'était pour une OP avec Maybelline New York, donc un filtre qui effaçait les cernes en direct. C'est simple, c'est efficace, la technique elle est pas folle. Mais en termes de stats, on est plutôt quand même pas mal. Plutôt que, je dis pas que ça remplace la PLV, mais vous voyez très bien les stands dans les grandes surfaces où on vient essayer le make-up, on vient goûter les saucissons, etc. C'est ça. Mais chez soi, où on veut, tranquillement, avec du retargeting, avec de la géoloc, donc avec des datas. Et ça, c'est cool. Donc trend de fond, rate augmentée, plus qu'un accessoire, plus qu'un outil de jeu, vrai trend de fond pour la performance. On parle quand même de perf et de faire vendre des choses. 1, 2, 3. Social selling, eh ben on y revient. Le social selling est du coup de plus en plus lié à la réalité augmentée. Tout le monde voit ce que c'est, social selling? On est bon? Qui n'a jamais entendu parler de social selling? Eh ben c'est parfait, c'est fait pour ça. Social selling, c'est la mécanique qui se base sur les réseaux sociaux pour faire de la vente. Donc on est sur du e-commerce plus et qui va réunir plusieurs éléments. L'interaction, la communauté, le sentiment d'appartenance, l'expérience de marque, comme j'ai dit, l'expérience client. Et du coup, ce qu'on voit beaucoup arriver, c'est les fameux social, les live shopping. Est-ce que tout le monde a vu les live shopping de Facebook, la nouvelle fonctionnalité? Donc là, c'est quand même assez fou. On est sur un outil qui permet de faire du télé-shopping sur son téléphone. C'est le format qu'on n'a pas réinventé. C'est comme les vlogs sur YouTube. Il y a plein de choses qu'on n'a pas réinventées qui reviennent juste parce que les usages font qu'on en a besoin. On a besoin de voir le produit, on a besoin de le tester, on a besoin de voir quelqu'un qui nous en parle. La recommandation dans l'acte d'achat est extrêmement importante. Les avis, c'est pour ça qu'il y a autant d'avis. C'est pour ça que l'influence est aussi développée. La reco, elle marche 5 fois plus que la banner. C'est ça qui est cool. Ah, bon, c'est suspense quand ça se... du coup, ce qui est intéressant avec le social selling, c'est qu'on utilise le levier en direct des réseaux sociaux. Donc on parle à sa communauté directe. On ne parle pas à des acheteurs, on parle à des gens. Donc on les intéresse, on raconte une histoire sur le produit, on crée de l'expérience. Un consommateur sur 2 envisagerait d'acheter un produit virtuel. Donc là, c'est les fameux NFT qui sont assez intéressants à suivre. Un acheteur français sur 3 serait prêt à faire un détour pour se rendre dans un magasin proposant des services virtuels interactifs comme un miroir intelligent. Donc on voit qu'il y a une nécessité de transformer un petit peu l'expérience client, l'expérience d'achat. Et le social selling est fait pour ça et nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus engageant. Il y a des marques qui font des live shopping avec des influenceurs qui viennent tester un produit. Il y a quoi de plus qu'en télé en fait? Il n'y a rien de plus. C'est juste que ce qu'il y a de plus en télé, c'est l'interaction, la réaction, l'interconnexion avec les gens et l'aspect communautaire. Quand tu es devant ta télé le matin, que tu regardes l'aérobic sur BFM, je sais plus c'est sur quelle chaîne qu'il y a l'aérobic le matin, bah tu es tout seul, il se passe rien, c'est cool mais il se passe rien. Téléachat c'est pareil. Là la recommandation elle est beaucoup plus forte. Tu peux sauvegarder ton produit directement sur la plateforme, sur Instagram. Tu n'as pas besoin de quitter la plateforme. Là aussi le natif permet d'avoir un parcours utilisateur hyper simple. Tu n'as pas à partir, cliquer sur le lien, swiper, ouvrir. Si tu veux acheter, tu arrives sur Shopify, quasiment la seule plateforme. Mais tu sors d'Insta, mais tu es sur Shopify. Mais tout le reste, tu peux pinguer tes contenus. Snapchat, c'est pareil. Tu peux essayer, tu peux pinguer, tu peux te les mettre dans une sorte de panier virtuel. Tout est beaucoup plus simple, en fait. Du coup, le social selling,
c'est le bout de chaîne efficace, pertinent et logique du e-commerce en fait. Ça paraît hyper logique ce que je vous raconte, mais de plus en plus de marques le font et les gens apprécient ça énormément. Les éléments clés, après j'accélère, la connexion, encourager les interactions, ce que je viens de vous dire. La conversation, là on se parle en fait, il se passe quelque chose. Le contexte, aligner les actions online et offline pour enrichir l'expérience client. Donc là, ça va pas se suffire, enfin ça peut se suffire, c'est pas un produit d'appel, ça peut suffire, mais ça peut être réajusté avec des ventes en magasin, avec des OPS, avec des choses beaucoup plus promotionnelles, beaucoup plus marketing direct. Et là c'est intéressant, là ça fait du cross-canal, on le connaît tous, mais là il fait sens. Communauté, on l'a dit, commerce, on l'a dit, contenu, bah, le contenu c'est évidemment le sujet. Est-ce qu'on fait du live? Est-ce qu'on fait des fiches produits? Est-ce qu'on fait des tests en direct? Est-ce qu'on envoie des éléments? Il y a beaucoup de choses à faire et c'est hyper intéressant. 8, il m'en reste 2, la force de l'audio. On est tous d'accord pour dire que le podcast aujourd'hui ça cartonne, on est bon? Oui. Il y a un vrai sujet sur l'audio aujourd'hui. J'accélère, mais le vrai potentiel du podcast, c'est qu'il trouve toujours son audience. Il faut distinguer le B2B du B2C, la fiction, le documentaire, l'interview, la masterclass. Magellan, c'est du masterclass. Nous, on fait un podcast inspirationnel, c'est pas du masterclass, c'est de l'interview. Il y a des fictions. Donc, il faut différencier tout ça. Mais en tout cas, la force de l'audio, c'est qu'il y a beaucoup d'audience, notamment chez les jeunes. Et c'est hyper intéressant parce qu'on arrive à les capter. On se demandait comment est-ce qu'on fait pour les capter. Le podcast y répond. Donc ça, c'est plutôt cool. Et de plus en plus, on a des outils qui vont permettre d'advertiser un peu tout ça. Parce que là où il y a de l'audience, ça peut être bien de faire un peu d'argent dessus aussi. C'est hyper logique. Ça passe pas, ça passe. Donc là, c'est quelques stats en termes de revenus. Ocha, Acast, tout le monde voit ce que c'est les hébergeurs de podcasts. Et là, c'est ceux qui produisent, ceux qui hébergent. Donc, c'est en train de se développer. C'est pas parce que Spotify et Deezer aiment les podcasts ou quoi qu'ils font des régies spécialisées. C'est qu'ils sentent qu'il y a une audience, ils sentent qu'il y a des demandes, ils sentent qu'il y a du budget en jeu, ils sentent que c'est un nouveau levier marketing pour toucher les gens. Et à juste titre. On est à la 8e, on arrive sur Twitch. Bon, bah écoute, la zapette, c'est toujours suspense. La zapette, Twitch, on est bon sur Twitch. Je pouvais pas faire un contenu sur les tendances comme Digit sans vous parler de Twitch en fait. On est sur quelque chose de très niché et en même temps, on a des journalistes qui arrivent. En même temps, on a du contenu qui est dédié aux jeux vidéo, évidemment, c'est l'historique de Twitch. Mais on a du contenu food, on a du contenu... vous connaissez tout... Est-ce que tout le monde voit ce que c'est Popcorn TV? C'est une émission télé. C'est une émission télé faite sur Twitch simplement. C'est interactif, c'est un format un peu plus divertissant. Il y a une éditorialisation, une narration qui est faite différemment. On écrit les choses différemment. Les magnétos, ils passent différemment. Il y a tout un aspect télé qui est là, et en même temps, il y a une écriture qui est faite pour le web. Et ça, c'est très péchu. Et du coup, bon, on voit les stats, hein, elles sont assez éloquentes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un vrai sujet. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller, si on ne sait pas quoi y faire. Je ne peux pas vous dire aller sur Twitch si vous ne savez pas quoi faire. On l'a bien vu, BFM est allé sur Twitch. Vous avez suivi un peu ça ou pas? Bon, c'était pas simple pour eux sur le live Twitch, mais en tout cas, il se passe un vrai truc, et c'est aussi un nouveau terrain d'expression pour les influenceurs. Du coup, nouveau terrain d'expression, nouvelle audience, nouvelle collab possible, nouveau ROI possible, versus YouTube. Où là, en plus, dernier petit point sur Twitch, c'est les communautés qui financent les streamers. Donc ils sont beaucoup moins dépendants de la pub, donc ils font plus ce qu'ils veulent, ils font un peu plus ce qu'ils ont envie, c'est beaucoup plus authentique, plus sincère, plus efficace, et du coup, ce que je vous dis depuis le début, c'est ce qu'on cherche. Authenticité, simplicité, transparence. Et du coup, ils font un peu ce qu'ils veulent et ça marche bien. Et du coup, les OP qu'ils vont prendre, et je termine là-dessus, les OP qu'ils vont faire avec des marques, elles sont choisies. Ils vont les choisir parce qu'ils ne sont pas dépendants de la pub. Ils sont dépendants des dons de leurs abonnés. Du coup, ils vont choisir les bonnes OP où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, où ils peuvent être créatifs et où ils peuvent créer quelque chose. Dernière tendance qui suit Twitch au final. Bon, 55% sont âgés de 18 à 34 ans, donc quasiment la moitié. 14 sont âgés de 13 à 17, c'est pas mal. Est-ce que j'arriverai à passer la suite? Ouais, le meilleur pour la fin, le gaming. J'avais fait une conf l'année dernière là-dessus, donc je ne vais pas y revenir non plus pendant 10 ans, mais vrai gros sujet. Parce que nouveaux médias, nouveau terrain d'expression, nouveaux médias. Collaboration avec les influenceurs gaming, évidemment, mais aussi publicité dans les jeux vidéo. Burger King a sponsorisé une équipe de FIFA dans la vraie vie et dans FIFA. Ils ont fait une OP là-dessus. Mario Kart a fait des OP avec Gémeaux. On avait quoi d'autre? On avait une OP aussi faite avec le jeu Animal Crossing qui avait cartonné, avec Pizza Hut, avec Uber Eats. C'est simple, c'est du marketing direct, mais dans le jeu directement, il y avait un petit livreur qui arrivait avec tiens, c'est un code de réduction pour Uber Eats, pour
L'autre, pas Uber Eats, le orange. Just Eat. Et c'est hyper efficace parce que, un, il y a du monde. Deux, c'est des gens qui sont engagés parce qu'ils jouent. Ils sont là par principe. Ils sont pas à la télé, entre les toilettes, entre TPMP et entre la cuisine qui est en train d'être faite derrière. Non, ils sont là par envie. Du coup, quand on arrive avec un message publicitaire, attention, s'il est bien fait. S'il est bien fait, ça performe 2 fois plus et c'est un nouveau terrain d'expression pour les marques. Et c'est pas que pour ceux qui ont du gros budget en fait. Les OP sur Fortnite, ça coûte pas grand chose. Vous faites un skin, vous le mettez en ligne. Bon, il faut du budget média pour l'advertiser un peu, mais tout le monde peut faire un skin sur Fortnite. L'OP avec Travis Scott sur Fortnite, ça a quasiment rien coûté. Je dis pas que ça a coûté zéro, mais ça a rien coûté en termes de prod. C'est quoi? C'est du dev. C'est du dev, ça coûte rien. Versus un vrai événement physique, avec un vrai géant, avec des écrans, c'est pas le même prix. Et ok, c'est sympa, c'est beau, c'est canon, c'est sympa. En termes de perf, ça fait quoi? En termes de perf, le concert de Travis Scott, la boutique en ligne était vidée 1 heure après. Les places pour le prochain concert, en vrai, étaient vidées. Les albums étaient achetés. Les streams sur YouTube et sur Deezer ont quasiment doublé. Mais ils sont là, les chiffres, elles sont là, les perfs. Et tout part d'une bonne idée, encore une fois. Et pas uniquement de l'objectif média de base qui va dire, OK, quel outil? Est-ce que je vais là-dessus? Non, non, c'est l'idée, qu'est-ce que je veux faire? Et après, on choisit la bonne plateforme. Et a priori, avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il y a des bonnes choses à retenir. Et à vous de jouer, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est bon, c'est tout pour moi. Merci à tous. Merci de m'avoir écouté. Et s'il y a des questions, je suis évidemment à dispo pour y répondre. Bon, la zapette. On est bon? Ouais, pardon. Elle a fait ses preuves en conversion sur certaines OP, notamment sur la génération de leads et de ventes. On n'est pas au perf d'un Amazon ou d'une affiliation, mais on est sur des très bonnes perfs par rapport à de la campagne d'influence. Ça marche bien, c'est efficace. Vu qu'il y a beaucoup d'abonnés en vérité par rapport à ce qu'on pense, ça marche bien. Après, ça demande quand même un peu de budget média pour advertiser le produit ou le filtre. Mais ouais, en termes de conversion, ça fait des drives. On l'a vu, hein. Tu as vu les points de notoriété gagnés? C'est leur vrai sujet. Sur l'année qui arrive, depuis 1 an, c'est le e-commerce, c'est leur sujet, la conversion, la vente directe, ça marche. On n'est pas où, c'est pas l'Amérique, mais ça marche. Et du coup, c'est un levier en plus. Donc maintenant, est-ce que c'est l'usage qui va faire l'investissement ou est-ce qu'on va investir, il y aura plus de pratique? En tout cas, ça marche plutôt bien pour l'instant, mais je pense que ça peut être encore beaucoup mieux, hein, c'est clair. C'est clair. Il y a beaucoup de jeunes sur Snapchat. La moyenne d'âge, elle est à 35. Elle est à 35 ans et on peut toucher à peu près qui on veut sur Snapchat en vérité. Donc en termes de volume utilisateur, on est loin du volume de Facebook. On a je sais pas combien de milliards, on est à 3 milliards je crois sur Facebook. C'est pas possible. Mais en termes d'utilisateurs actifs, ça qui est intéressant, actifs, on a des très bonnes stats. J'aurais dû les mettre, je suis désolé, j'aurais dû les mettre, mais tous les mois, ils sortent des stats médiamétriques qui sont hallucinantes en fait. Ils ont des stats de dingue et ils cartonnent depuis 5 ans alors que tout le monde pense que non, ça se casse un peu la figure, c'est que les jeunes. Non, c'est un vrai outil hyper efficace. Ouais, même enfant. Même enfant. Je pourrais t'envoyer mais il faut aller voir les sources médiamétrie, elles sont vraiment cool. Elles sont hyper efficaces, elles sont claires. C'est en France. Et ouais, Snapchat fait partie des gros devant Instagram sur certains vrais sujets. Ouais. Oui, déjà le reach organique sur Facebook est tout à fait limité, nous on le voit. Mais parce que c'est logique, c'est leur business model. Donc ils encouragent la pub. Donc ils baissent l'algorithme, il change tous les 6 mois. Donc ils baissent le reach organique. Le edge rank, personne l'a compris. Enfin, je dis pas que personne l'a compris, mais ils changent tous les 6 mois. Donc oui, effectivement, ils encouragent la pub. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que Facebook, on le rappelle, n'est plus et n'a quasiment jamais été un média gratuit en fait. À part si c'était un média, et encore, c'est pas gratuit Facebook. Donc, mais comme tout, comme le BizDev, ton commercial, il va te coûter de l'argent. Ton stand au salon va te coûter de l'argent. Ça reste les mêmes sujets. Donc, où est-ce que j'investis? Comment? C'est des questions qui se posent logiquement, mais... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Insta, c'est pareil, c'est en train de changer. Il n'y a plus de swipe up, il y a des stickers. Après, ils rajoutent des nouveaux trucs. Tu sais, on peut pinguer
des articles ou des contenus qu'on aime bien et se les mettre sur son propre profil pour qu'on les voit. Donc vrai outil plutôt pour le bizdev et le commerce, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est en train de changer. Ce qu'il faut, c'est s'y intéresser et tester en fait. Nous, on teste pas mal de formats, on les sponsorise pour voir ce qui marche pas. C'est du test en fait. Et même tous les experts de Facebook Ads ou d'Ads en général, ils vont te le dire. Il faut tester, tu vois ce qui marche et tu réajustes. Donc c'est facile à dire. Ça prend un peu de temps, mais tu peux avoir des super résultats pour un biais qui est mis, qui est pas fou en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est pas de la magie et en même temps c'est pas de la science exacte non plus. Il y a une expertise, il y a une vraie connaissance à avoir, mais ça s'achète. Tu prends quelqu'un qui, enfin ça c'est un vrai métier. C'est pour ça qu'on se parle. C'est pas que de la fantaisie, donc mais c'est hyper intéressant. Je pense et il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment sur le social selling, qui vont pas coûter beaucoup d'argent, mais qui vont coûter un peu, mais qui vont permettre de faire des perfs assez hallucinantes. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas.